Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui autour du lac de Rabais, donc qui se trouve en Belgique dans le sud du pays, où on va pêcher en réservoir, on va faire une pêche automnale. Maintenant, comme vous le voyez, l'été se prolonge très longuement, même s'il est fini, il reste encore vraiment des belles journées plein soleil avec absence totale de vent. Le lac est totalement plat. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux pour prendre quelques poissons. On va vous expliquer comment les prendre et aussi quel matériel choisir pour débuter en réservoir. Et à la fin de la vidéo, comme vous avez l'habitude maintenant, on montrera dans notre showroom les quelques mouches avec lesquelles on a pris des poissons. On va commencer la session en nymphe à vue parce que je vois plusieurs poissons devant moi en maraude qui, de mon point de vue, sont faisables. Alors ce sera nymphe à vue ou peut-être un petit peu de sèche. Je vais commencer en nymphe à vue. Pour ce faire, j'ai pris une 9 pieds soit 5, donc la River Maniac d'action fast, parce que personnellement, je préfère ce type d'action un peu plus rapide en réservoir parce que je ne vais parfois devoir lancer plus loin. Donc je vais avoir une canne qui garde de l'énergie et un peu de nerf à une certaine distance. J'ai la soie fil, donc c'est une WF avec une tête de... Enfin, c'est la fil 115, donc avec une tête de 11,50 m, qui sera assez délicate au niveau du posé. J'ai un bas de ligne à nœud, comme on a vu dans la vidéo précédente, en anomono qui se termine en 16 centièmes, au bout duquel j'ai un micro-ring, et puis j'ai ma pointe, qui elle est en 9 centièmes, c'est du fluorocarbone ici, parce que je veux un fil qui coule, donc c'est le Prisma en 9 centièmes, et puis j'ai mis une petite nymphe de type pheasant tail, assez petite, et donc je vais, dans mes premiers lancers, essayer un petit peu de voir le comportement des poissons, donc c'est-à-dire si le poisson réagit à l'impact, si ça ne l'intéresse pas, si il faut lancer vraiment devant lui pour le surprendre, s'il faut lancer bien en amont de sa dérive pour que ce soit beaucoup plus naturel. Donc je vais essayer différentes présentations et je vous expliquerai petit à petit comment décrypter un peu les comportements du poisson. Comme c'est la coutume, il y avait plein de poissons et il n'y en a plus un seul. Maintenant, je vais attendre d'en voir un ou l'autre qui se déplace. Et dès que j'en vois un, je lance dessus. D'ailleurs, justement, il y en a un qui arrive là. Et je vais essayer de le lancer dessus. Il se déplace. Il prend. Alors, comme vous le voyez, je tiens ma canne assez haute parce qu'il y a beaucoup d'algues dans le fond. Et simplement, si je tenais ma canne trop basse, juste au moment où je l'ai ferré, il serait parti dans les algues. Et j'aurais probablement perdu mon poisson sur une pointe fine. Comme vous voyez, ce n'est pas un gros poisson, donc il ne tire pas très fort, ce qui m'arrange bien, parce que ma pointe est fine. Donc, c'était très simple. Le poisson se déplaçait lentement. J'ai lancé à peu près 50 cm devant lui, ce qui est assez proche. La nymphe est descendue d'une quinzaine de centimètres, donc c'est une descente moyenne, je vais dire, j'ai pas de plomb, mais j'ai la force du fer. Et la truite est venue dessus. Alors, j'ai ferré à l'instinct dans le sens où le poisson est parti vers ma nymphe. Donc, le poisson, je ne voyais pas sa tête, je voyais le poisson partir comme cela. Donc, c'est au moment où il s'est arrêté que j'ai attendu, on va dire, une demi-seconde pour le ferrer. Parce que je voyais simplement pas sa tête, donc je n'ai pas vu sa bouche s'il prenait ou pas. C'était simplement au moment où il a fait un arrêt que j'ai estimé qu'il avait pris et donc où j'ai ferré. Parce qu'en général, c'est au moment où on voit le blanc de la truite, on laisse refermer la gueule en fer. Ici, je ne le voyais pas, c'est vraiment l'instinct, mais ça se fait une fois que vous avez un peu l'habitude de pêcher à vue, vous comprenez tout de suite quand un poisson prend ou pas. Voilà, elle se déplace. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'elle a fait, je ne suis pas certain qu'elle ait pris. Là, voilà. Ferré un peu trop tôt. Cette truite, elle n'est pas facile parce qu'elle est très rapide. Et elle bouge à une vitesse. Là, il y en a une autre qui vient. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle refuse, elle tourne autour. Par contre, comme la mouche descend, je commence à perdre... Le voilà. En fait, je perdais de vue à peu près la position de ma nymphe et mon poisson. Donc j'ai dû m'abaisser pour continuer à garder le contact visuel, je vais dire. Alors, de nouveau, un point important quand vous travaillez votre poisson en réservoir, c'est de toujours le laisser dans l'eau. Donc d'obliquer votre canne de manière à ce que le poisson saute le moins possible. Comme par exemple ce qu'il fait là actuellement, ce n'est pas l'idéal. Alors, de nouveau, une chose importante, c'est quand vous avez mis votre poisson à l'épuisette, c'est de retendre votre bas de ligne de manière à ressortir la pointe de soie de la canne pour pouvoir repêcher immédiatement. Donc, ce que je fais toujours, c'est que j'évite de mettre le poisson par terre, comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, de manière à ne pas le court-circuiter ou le parasiter avec des bactéries qui ne lui seraient pas bénéfiques.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai juste pris avec moi le nécessaire, c'est-à-dire une boîte à mouches, une bobine de fil, mon coupe-fil, mon épuisette, ma canne. Donc je vais laisser une partie de mon matos ici qui ne me servira pas. Et je vais faire toute la bordure en nymphe à vue. Donc ici, dans l'état actuel des choses, j'essaie une perche. Parce qu'il y en a beaucoup de perches et qu'elles sont assez difficiles à faire. Alors il y en a qui arrivent à les faire assez bien. Mathias, il nous fait toujours des bons résultats sur les perches à vue. Moi, c'est pas ma grande réussite. Donc j'en vois deux là, je les essaye. Mais elles sont pas faciles. On va revenir aux choses sérieuses. J'ai là 3-4 truites que je vais essayer. Voilà, celle-là, par exemple, le premier poisson que je viens d'essayer, c'est un poisson qui ne mange pas en fait. C'est un poisson qui se déplace rapidement. J'ai essayé de le faire, mais ça n'intéresse pas du tout. Voilà. Il ne veut pas non plus. Là, j'avais un poisson inactif. J'ai lancé vraiment sur son nez pour essayer de le déclencher, mais il n'a pas pris. Là, j'ai de nouveau un poisson qui passe rapidement. Donc j'ai essayé d'anticiper sa trajectoire, mais c'est de nouveau un poisson qui ne mange pas. Au loin, j'ai un poisson qui me semble être faisable, mais c'est loin. Donc ce qui veut dire loin, veut dire beaucoup plus de risque de rater, de casse, de décrocher. Et je vais l'essayer malgré tout. Voilà. Malheureusement, c'est tous des poissons qui se déplacent très vite et qui se déplacent de manière inattendue, c'est-à-dire qu'ils passent très vite. Celui-là, celui-là, je l'ai ferré entre guillemets à l'instinct parce qu'il était dans une zone où je ne le voyais plus et je ne pense pas qu'il a pris. J'ai ferré sur le bénéfice du doute. Il faut bien comprendre que le lac, comme ça, il est plat, on voit très bien, mais il y a toujours des zones où on voit et des zones où on ne voit pas bien. Et comme le poisson se déplace, il suffit qu'il passe d'une zone à l'autre pour l'avoir et le perdre. Alors ça, c'est un vieux poisson qui est très lent dans ses déplacements. C'est un poisson qui a passé l'été dans le lac. Donc c'est un poisson qui a plusieurs mois, qui est assez maigre. On le voit d'ici à sa morphologie. Donc c'est un poisson qui est assez malin et qui mange. On voit vraiment que c'est un poisson qui cherche à manger, mais qui sait vraiment ce qu'il prend. Et là, il est venu voir 2 fois, mais il n'a pas pris. Ça, par exemple, ça c'est vraiment un poisson qu'on pourrait faire en sèche. En nymphe à vue comme ça, il n'a pas pris, mais je suis persuadé qu'en sèche, il est faisable. Ça, par exemple, c'est typiquement un poisson qui, quand je lui lance vraiment sur le bout du nez, ne réagit pas. Et quand je lance sur le côté, je veux dire à gauche, à droite ou devant, à une 50aine de centimètres de lui, il se déplace pour venir chercher, mais il ne prend pas. Donc il vient voir, mais il ne prend pas. Voilà, par exemple, là, ça, on le voit exactement. Il est vraiment parti voir. Il a bougé, enfin, il s'est déplacé d'1 mètre. Il a regardé, il n'a pas pris. Il refuse de nouveau. Hein. Ça faisait la malle, mon épuisette. Hop. Eh bien, voilà, ça c'est exactement le cas dont je vous parlais. C'est au moment où le poisson saute. On a beaucoup de chance de le décrocher. Donc bon, là j'ai travaillé un peu de manière rapide et mal. Et j'ai décroché mon poisson, que je l'ai ramené, il n'y a pas de problème. Et ici, il a fait il s'est retourné dans tous les sens. Et simplement, il s'est décroché. Donc ça illustre vraiment ce que je vous expliquais il y a quelques minutes. C'est qu'il faut le tenir le plus longtemps possible dans l'eau pour avoir beaucoup moins de décrochés. Et un poisson plus bas. Là, ça c'est un poisson qui est compliqué. Ça c'est vraiment un poisson compliqué parce qu'il est à mon avis dans 1,50 m de fond, donc de profondeur. Et avant que la nymphe y arrive, il faut vraiment anticiper très fortement sa trajectoire en tenant compte que la mouche descend vraiment lentement pour essayer d'être à peu près à sa hauteur que la mouche soit à sa hauteur quand il passera. Non, j'étais trop haut, il n'a pas pris. Hop, le voilà, si. Wow, ça c'est en partie un coup de bol. En fait, comme vous le voyez, il y a une grande part d'instinct là-dedans. Parce que je pensais ne pas être juste. Malgré tout, je l'étais, ou en tout cas, j'étais suffisamment pour qu'il prenne. Oui, là, je le garde vraiment dans le fond, même s'il se retourne, je le laisse dans le fond. Parce que le poisson était loin, je ne le voyais pas très bien.
Et de nouveau, j'ai ferré comme sur pas mal de poissons à une certaine distance, à cet instinct. Elle n'aime pas le blanc. J'ai remis une mouche en changeant la couleur, donc en laissant la même mouche mais en changeant la couleur. Et en fait, sur presque 7-8 poissons attaqués, je n'ai que des refus. Donc la même mouche en changeant la couleur, donc je suis passé d'une noire à une crème, mais je n'ai que des refus. Donc on va repasser sur la mouche noire. Waouh, elle a raté. Ah, elle a refusé ce coup-ci. Ça c'est con. Elle vient. Ah, elle regarde, elle prend pas. Voilà. Ici, on était face à un cas de figure où j'avais deux poissons à 30 cm l'un de l'autre. Et en fait, pour jouer un petit peu sur la concurrence, j'ai lancé au milieu des deux pour voir lequel, enfin, pour essayer d'en déclencher un des deux simplement par concurrence. Il est où ce poisson? Hop là. Voilà Fario. Alors cette belle Fario qu'on vient de faire, voilà, les conditions sont très dures. J'ai attaqué peut-être 20 poissons avant d'arriver à en faire un, parce que c'est complètement calme. Les poissons sont vraiment très durs, ils regardent vraiment de très près ce qu'ils prennent. Donc en fait ce poisson-là, j'ai pêché sur une toute petite mouche qu'on va vous montrer à la vidéo, sur un hameçon de 18, tige courte, donc un petit hameçon. Et j'ai vraiment lancé sur son nez, vraiment sur 5 cm devant lui, de manière à ce qu'il... Enfin, en sachant que c'était une Fario, donc le comportement d'une Fario n'est pas le même que celui d'une arc. Mais donc ce poisson-là en tant que Fario, j'ai vraiment lancé sur son nez et il est monté dessus directement pour prendre la mouche par réactivité. Voilà, si ça avait été une arc-en-ciel, je n'aurais pas pêché de la sorte, j'aurais lancé sur le côté ou un peu devant elle. Mais ce poisson, je voulais vraiment le prendre par surprise et c'est ce qui a fonctionné. Donc sur des poissons vraiment difficiles, le fait de le surprendre est souvent un point clé pour arriver à les prendre. Après avoir fait les quelques premiers poissons à vue et en sèche, on va maintenant passer plus profondément donc, au bobbies. On ne va pas pour le moment pêcher au streamer parce que comme vous le voyez, le lac est totalement plat. Et il est très probable qu'au premier lancer, je prendrai un poisson, puis après ça va être complètement calé. Donc ça va me faire monter une canne pour probablement un lancer, comme je vous le dis. Donc je vais
pêcher plus profondément, plus lentement, où là je pense qu'il sera possible de faire plus de poissons. Donc pour réaliser cette pêche, j'ai pris donc ma canne Stillmaniac en 10 pieds soit de 7, qui est équipée avec le moulet XLV Stillmaniac, donc c'est un moulet avec un système de cassette. Et en soie, j'ai pris une nouvelle soie, toute nouvelle, qui vient de sortir, qui est la Aero Stillmaniac. Donc ce sont des soies qui existent en flottante, intermédiaire lente, intermédiaire rapide, ainsi qu'S3. Donc ici pour la pêche ici, donc de profondeur, j'ai pris l'S3. Et je vais faire un bas de ligne. Donc pour le réaliser, je prends du fluorocarbone, donc qui est le Prisma. Je vais prendre du 16,5, donc du 5X, et je ne vais pêcher qu'à une mouche pour essayer d'être un peu plus discret. Je vais mettre une mouche Golden Olive parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup ici sur le plan d'eau dans de l'eau claire et qui sera un Bobby Golden Olive avec des yeux jaunes que l'on voit ici. Je vous le montre. Donc le bas de ligne il est très simple, c'est-à-dire que j'ai fait une toute petite boucle que je viens de connecter à ma soie, donc toujours le même principe de boucle dans boucle. Je vais mettre à peu près 1,30 m de fil et mettre ma mouche. Donc ce sera un bas de ligne qui va me permettre de pêcher juste au-dessus des algues et de pêcher très lentement. Donc comme je l'explique, boucle dans boucle. Donc c'est toujours la soie qui rentre dans la petite boucle et puis on serre, comme ceci pour avoir une boucle assez propre. Mon 1,30 m de fil et puis ma mouche. Donc tout ça monté assez fin parce que ça va être une pêche très lente. Donc sur du 16,5 c'est pas mal par rapport à la taille des poissons. C'est un diamètre de fil qui me semble cohérent. Au niveau du lancer réservoir, je vous invite à aller revisionner la vidéo qu'on a faite, une des vidéos précédentes, sur les différentes techniques de lancer, où on vous parle plus précisément de la double traction que je viens d'utiliser ici. Une fois que vous avez lancé, ce qu'il faut faire, c'est laisser le temps à votre soie de descendre, de venir se positionner contre le fond, à votre bobby de se mettre dans la colonne d'eau, donc de remonter grâce aux yeux en mousse, en foam, et de ramener tout doucement, donc en tricotant. Donc ce qu'on appelle tricoter, c'est comme ceci, c'est le fait de faire des whips, en fin de compte avec vos doigts, avec votre main gauche si vous êtes droitier, pour ramener tout doucement votre soie et faire de temps en temps des pauses. Ah, poisson au bout. Hop, le voilà. Hop, on remet. Donc comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques secondes, donc j'ai lancé, j'ai vraiment laissé tout le temps à la mouche de descendre et j'ai tricoté tout doucement en faisant des pauses. Donc j'ai pris mon poisson sur les 2 premiers mètres, en fin de compte, donc j'ai lancé on va dire une trentaine de mètres. Au niveau de la descente, naturellement, comme j'étais tendu, la soie sera revenue un tout petit peu vers moi en descendant. Elle se sera posée dans le fond et c'est vraiment, voilà, j'avais peut-être 1,50 m, 2 m de soie à mes pieds, donc je n'avais pas encore beaucoup ramené. En ramenant doucement et en faisant des pauses, le poisson il me dit d'abord faire 2 ou 3 petites touches et puis c'est bien pris. Alors c'est au niveau de ces petites touches qu'il faut comprendre différentes subtilités au niveau des soies. Dans la gamme Vision, on a 2 types maintenant de soies réservoirs. On a les Aero Stillmaniac et les Stillmaniac. Alors la Stillmaniac, c'est une soie qui existe depuis un certain temps et c'est une soie qui a la technologie qu'on appelle low stretch. C'est-à-dire que c'est une soie qui a très peu d'élasticité, donc qui va donner beaucoup plus de contact. La soie que j'utilise ici, c'est une soie qui aura plus d'élasticité, donc en théorie il y aura moins de contact, mais aussi sur des petits poissons comme on les pêche ici, sera moins sec au niveau des touches. C'est-à-dire qu'un petit poisson qui vient taper plusieurs fois sur une soie très sèche va souvent sentir beaucoup plus de tension, de résistance, et on en rattrape beaucoup plus. Donc voilà la raison pour laquelle je suis passé sur cette soie, pour cette pêche ici en tout cas aujourd'hui, sur une soie un peu plus élastique, donc qui est la Aero Stillmaniac, qui va me permettre de cette soie va absorber beaucoup de petites touches, donc le poisson va sentir beaucoup moins de tension et aura tendance à mieux prendre. De plus, au niveau de mes yeux de bobby, je préfère prendre des yeux qui sont assez mous. Donc le fait d'avoir un œil mou par rapport à un foam qui est très dur, c'est-à-dire qu'il sera plus fragile certes, mais le poisson aura quelque chose de beaucoup moins dur en bouche
Donc quand il croquera la mouche ou qu'il va, entre guillemets, qu'il va la mâchouiller, il va beaucoup moins sentir quelque chose de rigide, de dur, de solide, et il va beaucoup plus la garder en bouche. Tandis qu'un œil qui est très solide, certes, il sera beaucoup plus durable, la bouche s'abîmera moins vite, mais vous aurez beaucoup plus de ratés dans les petites touches. Voilà. Oh, c'est un plus beau poisson. Au niveau du ferrage du poisson, il n'y a pas vraiment, je vais dire, de technique spécifique. C'est à vous de sentir quand le poisson vous fait des touches. Souvent au bobby, on a souvent plusieurs petites touches avant d'avoir la bonne. Ce qui ne veut pas pour autant dire que le poisson va engamer. C'est juste que le poisson a tendance à être plus tatillon au moment où il le prend. Et il faut sentir le moment adéquat quand il faut ferrer. Et simplement vous relevez la canne en fait. Ce ne sera pas comme au niveau du ferrage comme dans des pêches de poissons exotiques où il faut tirer sur la soie ou quoi que ce soit. Vous gardez la tension et vous ferrez à l'aide de votre canne. Vous devez toujours bien garder la canne assez basse comme c'est le cas ici, de manière à au maximum ne pas faire sauter le poisson. Donc toujours lui opposer la direction de la canne au sens dans lequel le poisson part. Donc voilà ce beau poisson qui doit faire à peu près une quarantaine de centimètres que je vais remettre le plus tôt possible à l'eau. Eh bien c'est fait prendre donc toujours sur mon bobby Golden Olive en ramenant tout doucement dans le fond. J'ai fait quelques poissons et quelques décrochés sur mon bobby Golden Olive. Maintenant, n'ayant pas bougé de place, et les poissons s'étant un peu accoutumés à cette couleur, je suis passé maintenant sur un bobby dont la couleur s'appelle citrus. Donc c'est une sorte de jaune assez pâle qui renvoie énormément d'UV. Donc c'est également une mouche qui sera montrée en fin de vidéo dans les mouches qu'on a utilisées aujourd'hui. Connaissant quand même bien le plan d'eau, je suis quasiment sûr et certain à l'avance avant d'avoir pris des poissons que c'est une mouche qui va fonctionner dans les conditions actuelles et qui est en général une très bonne couleur parce que très peu utilisée. Un point important quand vous pêchez comme ça des pêches lentes, c'est d'avoir un angle de canne, je vais dire, assez ouvert. Donc c'est-à-dire que si vous regardez ma soie, en pêchant comme ceci, vous allez avoir un angle qui sera très ouvert. Donc vous serez beaucoup plus en contact avec vos mouches que si vous pêchez debout comme ceci. Vous voyez que l'angle entre la canne et la soie va se fermer beaucoup plus. Et donc vous aurez des touches, mais un bien moins bon ratio de touches poisson-pris. Donc voilà la raison pour laquelle on pêche quasiment toujours accroupi pour être beaucoup plus en contact avec les mouches. J'ai un poisson derrière. Le voilà. Voilà. Donc c'est un poisson encore un peu plus beau que le précédent et qui de la même manière donc est venu quelques fois attraper ma mouche et que j'ai ferré à peu près à la 3e touche. C'est un poisson qui chipote, donc il me fait des petites touches. Je ne sais pas s'il est toujours derrière, mais en tout cas il est venu 2 fois faire des petites touches assez sèches. Il est de nouveau là, mais il est vraiment très tatillon, il fait des petites touches, mais sans bien prendre. Voilà, je pense qu'il est parti. Non, il est là, le voilà.
Alors je ne sais pas si c'est le même ou si c'est un autre. Je pense que c'est un autre parce que le poisson qui est venu plusieurs fois faire des petites touches, il y a eu un moment de vide donc de quelques secondes, d'une bonne dizaine de secondes. Et puis après j'ai eu une grosse touche, donc je suppose que c'est pas le même poisson. Le mieux comme ça quand vous prenez des poissons, c'est de les manipuler le moins possible. Donc toujours comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est de ne pas les mettre au sol, de les manipuler dans les pulettes et de les remettre à l'eau le plus vite possible. Si vous voulez faire une photo, c'est très bien. Faites une ou deux photos rapidement, puis remettez-les le plus tôt possible à l'eau pour le moins possible les déranger. Je vais changer de soie pour essayer de passer au streamer. Bon, les conditions sont vraiment pas évidentes, mais on va essayer malgré tout. Je vais passer sur une soie ici, la Stylmaniac, la 7 en clear inter. Alors sur ce moulinet, pour changer de soie, il faut savoir que c'est un moulinet avec un système de cassette. Donc je vais retirer la bobine, ça c'est très simple. Et pour retirer la cassette, il faut comprendre qu'ici on a une molette qui, une fois desserrée, libère la bobine. C'est le grand avantage de ce système de freinage, c'est que les moulinets cassettes existants avaient tous le problème que la cassette restait coincée dedans parce qu'ils avaient simplement un système de clips et que ça, une fois que la bobine était clipsée, avait souvent tendance à rester coincée. Nous, chez Vision, on a voulu faire un moulinet légèrement différent. Donc, on a voulu un moulinet avec une bobine un peu plus large que simplement le noyau central, de manière à ce qu'elle rentre et sorte facilement. Et elle vient se coincer simplement ici à l'aide de ce joint torique qui, une fois qu'on le met sous pression, bloque la bobine. Donc simplement pour la retirer, vous desserrez la molette comme ceci et vous la retirez. Vous la remettez toujours en tenant compte qu'il y a des petits orifices qui doivent venir se coincer ici. Donc vous allez simplement venir les clipser dedans et resserrer la molette comme ceci. Je vais quand même tenter un coup de streamer. Bon, je sais que je ferai quelques poissons, mais que ça va globalement être assez difficile parce que c'est les pires conditions pour la pêche au streamer. C'est pour ça que j'ai fait un très long bas de ligne, donc à peu de choses près de 2 fois ma canne, ce qui veut dire 6 mètres. J'ai une soie transparente, donc c'est la Stylmaniac Clear Inter. Donc je vais vraiment miser sur la discrétion. Je suis en 14,5, donc c'est vraiment assez fin. Donc j'ai une queue de rat qui se termine en 18 centièmes et je fais une longue pointe de 14,5. Et j'ai un streamer en marabout de couleur golden olive. Je vais essayer de le pêcher assez lentement au-dessus du fond et voir si j'arrive à faire quelques poissons. Une fois que j'ai lancé, comme je viens de le faire, je vais compter le temps que je laisse descendre mes mouches, donc en faisant 1, 2, 3, toujours à la même vitesse, pour avoir quelque chose de plus ou moins fiable. Et une fois que j'aurai défini un temps suffisant, je vais commencer à ramener. Donc par exemple ici, l'étang, il y a pas mal d'algues dans l'étang. Ah, voyons, je vais en attraper déjà une. Il y a vraiment beaucoup d'algues. Ah, poisson. Il y a beaucoup d'algues dans l'étang. Et ce qu'il va vraiment falloir, c'est trouver le niveau avec lequel je vais pêcher en étant juste au-dessus des algues. Donc, je réexpliquerai ça après. Ah, donc ce poisson, je viens de le prendre. Donc j'ai lancé. J'ai laissé écouler ma soie donc en comptant à peu près jusque 10. Donc ce qui est important en réservoir, c'est de comprendre la profondeur à laquelle vous pêchez. Et donc pour connaître cette profondeur, vous devez connaître les densités de soie. Et en plus de cela, connaître le temps qu'il faut pour qu'elle pêche à la profondeur souhaitée. Donc moi, par exemple, c'est ici avec une soie clear inter, donc c'est une intermédiaire moyenne. Et j'ai compté jusque 10 pour qu'elle soit à la profondeur que je souhaitais, donc c'est-à-dire au-dessus des algues, parce que le lac ici n'a pas été vidé depuis 3 ans, je pense, donc les algues se sont bien développées. Alors il y a plein de nourriture dedans, ce qui est chouette pour les poissons. Par contre, pour la pêche,
c'est pas toujours évident. Donc il faut réussir à pêcher au-dessus des algues comme je le faisais, mais au-dessus des algues c'est pas très très profond, et de faire pêcher, donc de faire sortir les poissons, donc de pêcher juste au-dessus des algues pour qu'ils sortent et venir prendre les mouches. Et donc voilà, par exemple ici je ne fais compter jusque 10 pour être vraiment juste au bon niveau. Je suis probablement certain qu'en pêchant plus bas dans le lac où ce sera plus profond, je vais peut-être devoir compter 20, ou en allant plus haut sur le lac où ce sera moins profond, compter peut-être jusque 7. Et adapter les soies. Par exemple, quand je vous dis que ce serait 20 en bas, ce serait plus cohérent de prendre une S3, de connaître la rapidité que la soie prend, mais par exemple de compter du coup jusque 10 pour passer beaucoup moins de temps à laisser la soie s'immerger. Ça, c'est l'importance du réservoir, de connaître le matériel que vous utilisez, d'avoir différentes densités de soie et de bien connaître la vitesse à laquelle elles descendent et de vous, chaque fois, compter le temps qu'il faut pour qu'elle pêche à la hauteur souhaitée. Une technique qui est très très connue en réservoir, c'est ce que je fais ici, c'est ce qu'on appelle le roly-poly. Donc c'est une technique qui vient d'Angleterre et donc qui consiste à maintenir la canne sous l'épaule, comme je le fais ici. Donc je vais la tenir fermement sous l'épaule et je ramène donc avec mes deux mains, ou comme vous le voyez, je viens à chaque fois récupérer la soie en faisant un mouvement circulaire qui me permet à chaque fois de ramener cette soie et qui permet de ramener plus vite, comme je le fais là, ou beaucoup moins vite. Il n'y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ramener, c'est simplement celle qui correspond au poisson. Et donc vous ramenez comme cela, je vais vous remontrer. Donc vous laissez immerger votre soie et puis vous ramenez comme ceci, à la vitesse qui correspond à l'humeur du poisson. Je vais relancer un pavlin. Donc comme vous le voyez, c'est tout aussi efficace que le fait de stripper. Les deux sont vraiment bien et il faut alterner pour voir un peu, le poisson s'est décroché, pour voir un tout petit peu lequel des deux techniques fonctionne le plus. Mais de manière générale, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise. Ce qui est le mieux, c'est d'adapter, de faire un lancer au 2 en ramenant, un lancer au 2 en tricotant, un lancer au 2 en faisant du relais plus vite ou plus lentement, et de varier le plus possible pour ne pas trop accoutumer le poisson à une façon de faire. On termine la session donc sur une note plutôt positive, avec pas mal de poissons pris, avec en fin de compte pas mal de techniques aussi. Ce qui m'a fortement aidé, c'est la quantité de poissons dans le plan d'eau. Donc il vient de réouvrir, il est rempli de poissons comme vous l'avez vu. Ce qui a vraiment aidé parce que les conditions sont les plus mauvaises que l'on puisse avoir en réservoir. Donc on a pris en sèche, en nymphe à vue, au streamer, au bobby. Il y a juste les pêches de nymphe qu'on n'a pas faites. C'est pas la meilleure saison pour le faire. Maintenant on vous donne rendez-vous dans le showroom pour le montage des mouches qu'on a utilisées. On se retrouve au showroom pour le montage des quelques mouches que nous avons utilisées. Et je vais commencer par le bobby de couleur citrus. Donc le citrus, comme son nom l'indique, c'est une tonalité de jaune. Donc la chenille en elle-même, qui est un blob chenille, sera citrus, et le marabout qui va avec sera un fluo jaune. Et ce sera réalisé avec des yeux de bobby de couleur blanc en 6 mm. Cette mouche, je vais la monter sur un hameçon dont la référence est le TE90 en taille 10, qui est toujours adaptable en termes de taille. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai utilisé la taille 10. Donc c'est un hameçon qui a une légère courbe, qui est assez ouvert. Alors je préfère des hameçons un peu plus ouverts quand je pêche au bobby, pour quand même avoir quelque chose d'un peu plus dégagé. C'est une mouche assez simple à réaliser. Pour la faire, j'utilise une soie de montage UTC en taille 140 et qui est de couleur crème. Alors je prends une taille 140 parce que si vous prenez une soie de montage qui sera trop fine, ça va couper l'œil de bobby quand vous allez monter. Parce que comme je l'expliquais au bord de l'eau, au plus un foam sera solide, enfin au plus il sera dense, au plus, quand le poisson viendra mâchonner la mouche, je vais dire, au plus il sentira quelque chose de dur et il recrachera beaucoup plus vite. Donc ça ne veut pas dire qu'on laisse pour autant le poisson engamer la mouche, mais en tout cas il faut qu'il aille en gueule de manière correcte que pour pouvoir le ferrer. Donc voilà la raison pour laquelle moi je préfère des yeux plus mous. Et voilà pourquoi il est vraiment important d'avoir une soie de montage un peu plus épaisse, voire une fine soie floss pour ne pas couper le foam. Alors une fois l'œil coupé comme ceci, je vais arrondir les bords à l'aide de mon ciseau. Donc je vais couper tout le long des bords comme ceci, toutes les extrémités, pour arrondir grossièrement l'angle, je vais dire. Voilà. Et une fois que c'est réalisé,
à l'aide d'un briquet, je vais venir faire fondre en passant très rapidement une flamme sans rester dessus. Donc je fais vraiment juste passer la flamme une fraction de seconde sur chaque côté, vraiment pour que le faume fonde légèrement et fasse un œil vraiment avec des côtés arrondis et pas quelque chose de coupé vraiment net. Je pense qu'en action de pêche, ça ne va pas changer grand-chose, mais par contre, c'est nettement plus esthétique. Donc pour fixer les yeux, ce que je fais moi, c'est que je fixe l'œil comme ceci sur la soie de montage. Donc je regarde de manière à faire deux yeux de taille égale, comme ceci. Donc grâce à ma soie de montage, je vais ramener un peu plus près l'œil. Voilà, et puis je vais venir le fixer. Comme cela. C'est une des manières pour moi les plus efficaces pour parvenir à avoir deux yeux de même taille. Voilà, et je vais coller l'œil de Bobby. Une fois l'œil fixé, je vais venir vers ma courbure et je vais faire ma queue en marabout. Je vais prélever une plume. J'en ai déjà comme celle-ci. Je vais retirer vraiment la partie la plus basse de la plume qui n'est pas la plus jolie. Et je vais prélever comme ceci une pincée de marabout dont je vais couper les morceaux de rachis qui sont venus et je vais à l'aide de mon pouce et de mon index venir dégrossir la plume que je fixe. Et puis je vais positionner ma chenille Fritz. Alors pour positionner une chenille Fritz, ce qu'il faut idéalement faire, c'est aussi dégrossir, donc retirer une partie du Fritz et ne garder que l'âme de la chenille pour quand vous le fixez, avoir de nouveau quelque chose de fin et de facile à venir à accrocher. Et une fois cela réalisé, je vais tourner la chenille en faisant à peu près 4 tours. Donc comme c'est une chenille assez épaisse, je vais aérer la chenille en la mettant sur le corps de la mouche. Donc j'ai fait mes 4 tours et je fixe mon Fritz et je vais couper, donc toujours sur le bas de la mouche, l'excédent de chenille. Voilà. Et maintenant je vais refaire un tour ou deux pour fixer le tout. Et je fais mon nœud final. Donc nous, on a utilisé pas mal cette mouche, donc cette tonalité donc de citrus, donc on va dire d'une variante de jaune avec une queue fluo jaune qui fonctionnait vraiment très très bien. Vous pouvez l'adapter en taille. Moi, au niveau de la queue en marabout, elle était plus courte. Elle était même à peu près comme ceci. Donc c'était une mouche relativement courte parce que les poissons étaient pas grands. Enfin, c'est des poissons qui faisaient entre 30 et 45 pour les plus beaux poissons. Mais j'avais beaucoup de petites touches assez courtes. Donc j'ai raccourci ma queue pour avoir toujours un peu de mouvement dans l'eau, mais quelque chose de pas trop long pour avoir des meilleures touches. Vous pouvez bien sûr réaliser la même mouche dans une multitude de variantes de couleurs. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai plein de sortes de blobs chenilles. Et c'est un peu à vous, au bord de l'eau, d'essayer les couleurs qui fonctionnent le mieux sur le plan d'eau que vous utilisez. Le deuxième modèle de Bobby que nous avons utilisé, donc c'est un Golden Olive, qui est une mouche un peu plus courte et montée différemment. Donc toujours la même soie de montage UTC, de couleur crème. Pour cette mouche-ci, je vais d'abord réaliser le corps et ensuite l'aile. Je vais expliquer le pourquoi. Donc le corps, il est réalisé à l'aide d'un Spectra Dubbing de couleur Golden Olive. À savoir que dans la gamme Flysen, il y a deux types de spectra. Il y a le spectra standard, je vais appeler, et le UV spectra, qui sont en fin de compte la même matériel, à part que le UV spectra a des reflets bleus en plus. Donc celui-ci, le spectra, il est totalement neutre. Donc par exemple, celui-ci qui est orange est totalement orange. Et celui-ci qui est light olive est olive avec plein de reflets bleus dedans. Donc voilà pourquoi on l'appelle UV. Maintenant, moi personnellement, la mouche que j'utilisais était avec un spectra standard. Donc j'ai pris une pincée de dubbing que je vais venir déposer sur ma soie de montage. Et je vais
disposer le dubbing sur le corps de ma mouche, comme ceci. Donc c'est un corps plutôt fin et conique. Donc voilà, c'est relativement basique, c'est un simple corps en dubbing. Et ensuite c'est une aile en marabout golden olive. Donc la même chose que précédemment, je prends sur la plume, je retire vraiment le bas qui n'est pas top. Et je vais venir prélever une pincée un peu plus légère que pour la mouche précédente, avec un peu moins de matière. Je coupe les morceaux de rachis qui restent, je vais toujours dégrossir ma plume. Voilà, et je viens poser le marabout, comme ceci, pour réaliser une aile. Alors que je vais recouper comme ceci. Ici, la mouche étant plus petite, je vais utiliser des yeux de bobby une taille en dessous, donc ce sont des 4 mm. La première mouche c'était du 6, ici c'est du 4. Donc je fais exactement la même opération, je coupe une petite pièce de forme d'à peu près 1 cm, dont je retaille les extrémités. Je vais les passer au briquet. Donc celui-ci en 4 mm, il faut vraiment rester très peu dessus, parce qu'il fond encore plus rapidement que l'autre. Et maintenant, je vais venir poser les yeux. Donc c'est la même façon que la précédente, de poser les yeux, donc toujours sur la soie de montage comme ceci. À part que, ici, comme on est venu poser une aile, c'est plus facile de d'abord poser l'aile et puis ensuite de venir mettre les yeux. Parce que si vous aviez d'abord mis les yeux, il ne vous restait quasiment plus de place pour attacher votre marabout. Et je vais venir les mettre à l'avant de ma mouche, en veillant à toujours laisser l'œillet bien dégagé. Je fais mon nœud final. Même chose que la mouche précédente, je vais venir mettre un point de super glue pour que tout tienne. Et ma mouche est terminée. Donc hier on l'a utilisé en golden olive, toujours comme les mouches précédentes. On peut varier en olive foncée, en jaune, en rose, en bleu, peu importe. En réalisant un corps assez fin, une aile en marabout et deux petits yeux devant. C'est une autre version du bobby qui fonctionne également très bien en adaptant toujours les tailles. C'est une mouche relativement efficace et qui a beaucoup de vie dans l'eau de par l'aile qui est posée sur le dos plutôt qu'en queue. La mouche que nous avons utilisée à vue, c'est une petite boule de différentes couleurs donc qui a été réalisée à l'aide de cette chenille ici, dont il y a, je pense, une bonne quinzaine de couleurs. J'en ai présenté quelques-unes devant moi, comme cela. Donc c'est beaucoup, pour la plupart, ce sont des tons assez pastels. Il y a des tons un peu plus fluo comme celle-ci, ou du noir qui fonctionne aussi très bien. Il y a toutes des couleurs un peu plus originales comme celle-là. Et le but de cette chenille, c'est de réaliser une toute petite boule. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc moi, je l'ai faite sur une taille 16. Donc l'hameçon, c'est un TE70 en taille 16. Donc c'est une relativement petite mouche. Donc c'est un hameçon courbe. Et pour réaliser celle-ci, j'ai pris une bille de 2,3 mm laiton. Et la couleur, c'est Black Nickel. Donc, toujours avec ma soie de montage crème. Simplement fixer ma bille à l'aide de la soie de montage et venir déposer toujours un point de colle pour fixer le tout ensemble. Je vais faire très simple. Le sous-corps est réalisé. Et une couleur que j'ai vraiment bien aimée, c'est la couleur crème. C'est un blanc légèrement cassé. Et pour réaliser cette mouche, donc je vais prendre un petit morceau de chenille. La même chose, je vais retirer le surplus pour ne garder vraiment que l'âme de la chenille. Et je fixe le tout à l'hameçon. Et je vais réaliser 2 tours comme ceci. Donc ça fait vraiment une petite boule. Et je fixe la chenille en coupant l'excédent. Et je fais mon nœud final. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment une mouche extrêmement rapide à monter. C'est bien d'en avoir en laiton mais aussi en tungstène pour avoir une mouche qui descend beaucoup plus vite dans la colonne d'eau. Comme vous l'avez vu à la vidéo, il y a des poissons qui passaient lentement, donc avec une bille en laiton, c'est très bien. Donc on peut vraiment anticiper la trajectoire du poisson, avoir une mouche qui fait descendre tout doucement dans la colonne d'eau, ça c'est très bien. Mais il y a des poissons qui nagent aussi beaucoup plus vite, et ces poissons-là, c'est mieux d'avoir la même mouche avec une bille tungstène. Il y a également des poissons qui prennent sur le fond, donc ce sont des poissons qui remuent le fond et ou en tout cas qui cherchent un peu partout dans le fond ce qu'il y a à manger. Ça, on le voit clairement quand on a des eaux claires, comme c'était le cas. On voit vraiment le comportement du poisson. Et là, on adapte la pêche au comportement de celui-ci. Et donc, dans le
cas où les poissons viennent se nourrir dans le fond, une bille tungstène sera évidemment préférable. Toujours en petite taille, donc en taille 16 et en variant les différentes couleurs de mouches. On a essayé le noir, on a pris un peu de poisson, ça fonctionnait moins, mais pour moi c'est une très bonne couleur. On a essayé également celui-ci qui est un Light Sunburst Vanille qui fonctionnait vraiment bien. Donc il faut vraiment chercher la couleur qui fonctionne le mieux sur cette petite imitation en fin de compte d'œuf. La deuxième petite nymphe que j'ai utilisée, c'est une nymphe noire, alors que j'ai réalisé sur un hameçon de 18, qui est le TE15. C'est un hameçon qui est plus fermé. Enfin, c'est plutôt un hameçon, je veux dire, standard, de petite taille. Donc je le réalise à l'aide de soie de montage noire en 8-0. C'est une mouche relativement épurée, comme ceci. Je ne vais pas aller jusque la courbure, je vais m'arrêter un peu avant. Et je vais venir positionner 2 brins de tinsel perle. Je vais simplement doubler, comme ceci, ma fibre, que je vais venir positionner ici, à l'arrière de ma mouche. Et je vais laisser un tout petit tag d'à peu près 3 mm. Donc c'est vraiment quelque chose de très court. Ça donne un peu de brillance à la mouche, mais ça permet aussi de voir la mouche dans l'eau. Donc une fois qu'il y a du soleil, le peu de perles que vous avez va vraiment faire briller la mouche dans l'eau et vous la verrez mieux. Le tag il est réalisé. Le corps, je vais le faire à l'aide d'autruchon noir. Et pour le réaliser, je vais prendre 2 fibres. Donc la différence entre de l'autruche et de l'autruchon, comme vous le voyez, c'est que l'autruchon, c'est des fibres beaucoup plus petites et avec également les barbules beaucoup plus courtes, ce qui permet de réaliser des mouches de plus petite taille. Donc je coupe les 2 extrémités et je viens le positionner sur mon hameçon. Et je vais, comme pour une mouche d'une vidéo précédente, venir twister l'autruche sur ma soie de montage. C'est ce qui permettra à la fibre d'être plus solide. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais venir attacher mes 2 fibres. Et je retire l'excédent. Une fois ceci réalisé, je vais venir mettre un tout petit peu de dubbing noir qui est le Buzzard Up. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une base de lapin auquel on ajoute des fibres de couleur bleue, verte et rouge. Donc il en faut vraiment très très peu, comme ceci, que je ne vais pas serrer, c'est un dubbing que je veux justement aérer. Et je vais y réaliser à peu près 2 ou 3 tours de dubbing à l'avant de la mouche et je réalise mon nœud final. Et une fois que c'est fait, je vais simplement mettre le dubbing en place comme cela. Donc c'est une petite nymphe noire, donc assez discrète. On peut évidemment adapter la couleur en olive, en tan, un peu toutes les couleurs qui vous plaisent, en blanc, ça fonctionne aussi. Et c'est une petite nymphe qui, elle, va vraiment descendre très doucement. Et contrairement à la petite nymphe ici qu'on a faite précédemment, c'est pas du tout la même utilisation. Ça, c'est vraiment beaucoup plus naturel, imitant un petit insecte, que ceci, c'est concrètement quelque chose qui imite un œuf. Donc c'est 2 mouches de pêche à vue, mais qui se pêchent dans des conditions différentes. Ceci va être beaucoup plus pour des poissons nettement plus éduqués, des poissons beaucoup plus difficiles à faire. Le dernier modèle de mouche que nous allons monter ensemble, c'est un streamer donc de couleur golden olive que j'ai utilisé à la fin de la vidéo avec quelques derniers poissons pris au streamer. Donc de nouveau, comme pour toutes les mouches précédentes, vous pouvez adapter la couleur, mais moi je vais le faire donc en olive. Pour réaliser cette mouche, j'utilise le TE50 en taille 10, qui est à la base un hameçon wet fly, vendu sous le nom wet fly, mais qui fonctionne très bien pour réaliser des streamers. La bille, c'est une bille en tungstène de 3 mm. Donc, avec l'aide de ma soie de montage, je viens bloquer la bille que je vais fixer. Et je vais aller vers la courbure de ma mouche, comme ceci. Et je viens chercher une plume de marabout. Tout cela, je retire. Je vais prendre une pincée, comme ceci. C'est important quand vous prenez votre marabout de prendre les fibres les plus molles. Donc toute la partie ici, amont de la plume, moi je ne l'utilise pas, en tout cas pour faire des streamers. Alors, je vais de nouveau dégrossir mon marabout et je viens le fixer à mon hameçon.
maintenant à l'aide de chenille Golden Olive. Donc c'est une chenille Straggle, donc chez nous ça s'appelle Ice Hackle Golden Olive. Il y a une multitude de variantes de couleurs. Il faut toujours le prendre dans ce sens-ci de la chenille et non dans l'autre sens. Vous voyez, comme vous le voyez certainement à la vidéo, il y a deux sens. Il faut toujours le prendre par le début. Je fixe la chenille et je reviens à ma bille. Et je vais réaliser un corps en faisant des... Je vais tourner ma chenille Straggle de manière jointive. Donc, ce qui veut dire que on ne verra pas le noir de la soie de montage apparaître au travers de la chenille. Je vais fixer ma chenille et je réalise un nœud final. Au vu de la couleur olive, j'appelle ça une damsel, mais vous pouvez faire la même mouche. J'ai ici quelques différentes chenilles. Il y en a évidemment bien plus. Vous pouvez faire des tons beaucoup plus roses, beaucoup plus orange, pêche, rose clair. Mais ici, moi, j'ai utilisé une olive.